Alors, la nature, qu'est-ce que c'est au juste? La question a l'air simple comme ça. On pense tout de suite aux forêts, aux océans, aux animaux. Mais en réalité, derrière ce mot tout simple se cache une des idées les plus puissantes et les plus débattues de toute l'histoire de la pensée. Parce que la façon dont on définit la nature, eh bien, ça définit aussi notre propre place dans le monde. Ça fait 2500 ans que les philosophes s'écharpent sur ce concept et leurs réponses, croyez-moi, ont sculpté notre civilisation. Allez, plongeons ensemble dans cette histoire fascinante pour comprendre comment notre vision du monde s'est construite. En fait, toute cette longue histoire, elle est traversée par une tension, une question fondamentale qui n'a jamais cessé de diviser les esprits. Est-ce que la nature est une sorte de grand organisme vivant qui a un sens, une direction, un peu comme un être qui grandit pour accomplir ce qu'il doit être, ou alors est-ce que ce n'est rien de plus qu'une immense machine, une horloge incroyablement complexe, certes, mais totalement vide d'intention, juste régie par des lois aveugles qu'on peut démonter et analyser pièce par pièce? Organisme ou machine? Cette opposition, ça va être le fil rouge de notre parcours. Bon, commençons par le commencement, ou presque, la Grèce antique. C'est là que s'élabore la toute première grande théorie philosophique de la nature, une vision qui va marquer la pensée occidentale pendant presque 2000 ans. Et son architecte principal, c'est Aristote. Pour Aristote, la nature, ce qu'il appelle la physis en grec, ce n'est pas du tout un simple décor. C'est une force intérieure, un moteur qui est au cœur de chaque être naturel. Il la définit comme le principe et la cause du mouvement. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque chose dans la nature porte en elle la raison de son propre développement. Un gland, par exemple, il n'a pas besoin d'un mode d'emploi pour devenir un chêne. Il le devient de lui-même. C'est sa nature, sa physis, qui le pousse à réaliser sa forme, à atteindre son but. Et pour qu'on saisisse bien cette idée, Aristote oppose les êtres naturels aux objets qu'on fabrique, ce qu'il appelle les êtres par l'art. Prenez un lit. Un lit, il dépend d'un artisan pour exister. Le principe de son mouvement, sa forme, ça nous vient de l'extérieur, de l'idée qu'avait le menuisier. Le bois, il ne se transforme pas tout seul en lit. Et un lit ne peut pas en faire naître un autre. A l'inverse, un chêne naît d'un gland, un être humain d'un autre être humain. Pour Aristote, la nature est donc un monde qui est ordonné, qui est plein de sens, où chaque être est guidé de l'intérieur pour tendre vers sa propre perfection. Mais attention, même dans l'Antiquité, cette vision d'un monde finalisé n'est pas du tout unanime. Il y a une autre école de pensée, celle des matérialistes comme Épicure et Lucrèce, qui proposent un tableau radicalement différent. Pour eux, l'idée de but dans la nature, c'est une pure illusion. L'univers n'est rien d'autre qu'un immense vide où des particules minuscules et indivisibles, les atomes, s'entrechoquent et s'assemblent au pif au gré du hasard. Il n'y a ni plan, ni architecte, ni intention. La nature, c'est un gigantesque jeu de construction sans notice. C'est une vision du monde qui va rester un peu souterraine pendant des siècles avant de ressurgir avec une force explosive. Et ce ressurgissement, il a lieu au XVIIIe siècle. On entre là dans une période de bouleversement intellectuel majeur, la révolution scientifique. Une nouvelle manière de penser le monde s'impose, et la conception de la nature, eh bien, elle en est la première victime. Le mot n'est pas trop phare, c'est un véritable effondrement, un tremblement de terre intellectuel. La vision d'Aristote, ce monde de qualité, de forme et de but qui avait dominé les esprits pendant des siècles, s'écroule complètement. Une nouvelle science, la physique mathématique, portée par des géants comme Galilée et Descartes, va imposer une image de l'univers entièrement nouvelle. Le changement de paradigme est total. On change complètement de logiciel. On passe d'un monde où on se demandait « pourquoi une pierre tombe ?» et Aristote répondait « parce que sa nature est de rejoindre son lieu naturel, le bas », à un monde où la question devient « comment une pierre tombe ?» Et la réponse moderne, c'est une loi mathématique, une équation. La nature n'est plus un livre plein de sens à interpréter, mais un ensemble de phénomènes à mesurer. Les qualités comme la couleur, la chaleur, tout ça est considéré comme subjectif. Ce qui est réel, c'est ce qu'on peut quantifier, la matière et le mouvement. Et la métaphore qui symbolise parfaitement cette nouvelle vision, c'est la machine. Descartes va l'appliquer à tout, y compris au corps des animaux et même à notre propre corps. Plus besoin d'invoquer une âme ou une force vitale pour expliquer la digestion ou la circulation du sang. Tout fonctionne comme une horloge, par un pur assemblage de mécanismes. C'est une vision d'une puissance redoutable parce qu'elle rend le monde vivant entièrement compréhensible et analysable. Et cette nouvelle science, elle n'est pas juste là pour la contemplation. Elle porte une ambition très pratique. Si la nature est une machine, alors on peut la comprendre, mais on peut aussi la démonter, la réparer et même l'améliorer. Cette phrase célèbre du discours de la méthode, c'est l'acte de naissance de la technique moderne. Savoir, c'est pouvoir. La connaissance des lois de la nature doit nous permettre de la dominer, de l'exploiter pour notre profit. C'est cette idée qui va légitimer intellectuellement la révolution industrielle et qui, des siècles plus tard, nous mènera à la crise écologique qu'on connaît. Face à ce monde cartésien, ce monde désenchanté, mécanique, une autre voie va s'ouvrir. Une pensée tout aussi rationnelle, mais qui, elle, refuse de séparer la nature de la divinité. C'est la philosophie incroyable de Baruch Spinoza.
Bon, ce schéma peut paraître un peu intimidant, mais il représente une idée à la fois très simple et absolument vertigineuse. Pour Spinoza, tout en haut, il y a ce qu'il appelle la substance. C'est l'unique réalité, elle est infinie et éternelle. Et cette substance, il l'identifie à Dieu. Mais attention, ce n'est pas un Dieu personnel, extérieur au monde, pas du tout, c'est le monde lui-même. Cette substance s'exprime à travers une infinité d'attributs dont on ne connaît que deux, l'étendue, c'est-à-dire toute la réalité matérielle, les corps, et la pensée, toute la réalité des idées, de l'esprit. Et nous, les êtres particuliers, une table, une étoile, nos propres pensées, nous ne sommes que des modes, des petites manifestations concrètes et finies de cette unique substance. Deus sive natura. Cette petite formule en latin, elle résume toute sa philosophie. Ça veut dire Dieu ou bien la nature. Il n'y a pas Dieu d'un côté et la nature de l'autre. Ils sont une seule et même chose. Dieu n'est pas un roi qui gouverne le monde de l'extérieur selon son bon vouloir. Dieu est la puissance immanente de la nature, l'ensemble des lois éternelles qui régissent tout ce qui arrive avec une nécessité absolue. C'est la fin du Dieu personnel et arbitraire. Pour affiner sa pensée, Spinoza distingue deux aspects de cette réalité unique. D'un côté, il y a la natura naturans, la nature naturante. C'est la nature en tant que puissance créatrice infinie, active, éternelle. C'est Dieu en tant que cause. Et de l'autre côté, il y a la natura naturata, la nature naturée. C'est le résultat de cette production, l'ensemble infini de tout ce qui existe, l'enchaînement des causes et des effets qu'on observe. Les deux sont inséparables. La nature est à la fois ce qui produit et ce qui est produit, dans un seul et même processus, infini et nécessaire. Bon, après ces grandes définitions de la nature comme machine ou comme totalité divine, une question devient inévitable. Et nous, les êtres humains, quelle est notre place dans tout ça? Une simple petite pièce dans l'engrenage ou une partie comme une autre de cette nature-Dieu? Jean-Jacques Rousseau va aborder cette question d'une manière très originale. Il ne cherche pas à décrire un passé historique qui aurait vraiment existé. Non, son état de nature, c'est une expérience de pensée, une fiction de méthode, comme il dit. L'idée, c'est d'enlever, par l'imagination, toutes les couches que la société a déposées sur nous, le langage, les lois, la morale, la raison, pour essayer de voir ce qui resterait. Quel serait l'humain à l'état pur, à l'état naturel? Et le portrait qu'il en fait est assez loin du cliché du bon sauvage. C'est une créature solitaire, très robuste, animée uniquement par ses besoins immédiats. Sans relation durable avec les autres, il n'a ni morale, ni vice, ni vertu. Il est, comme le dit Rousseau, en deçà du bien et du mal. Le but de Rousseau, ce n'est pas de nous faire revenir à cet état, c'est impossible. C'est d'utiliser cette fiction comme un miroir pour juger notre société actuelle, et pour comprendre à quel point elle nous a profondément transformés. Un peu plus tard, Emmanuel Kant va s'attaquer de front à la grande contradiction qu'on a héritée des siècles précédents. D'un côté, on a la science, la thèse, qui nous dit qu'on doit expliquer la nature uniquement par des lois mécaniques. C'est la seule façon d'avoir une connaissance objective. Mais de l'autre, l'antithèse, quand on regarde un être vivant, un organisme, on ne peut pas s'empêcher de le penser comme s'il était conçu avec une intention, avec un but. Chaque organe a l'air d'avoir une fonction précise. Kant résout ce conflit en disant que les deux sont vrais, mais à des niveaux différents. Autrement dit, la finalité n'existe peut-être pas dans la nature elle-même, mais elle est indispensable à notre esprit pour pouvoir la comprendre. Ce long voyage philosophique nous amène maintenant au XXe siècle. Et là, le débat change de visage. La question n'est plus seulement de savoir ce qu'est la nature, mais ce que nous sommes en train de lui faire. La philosophie va devoir forger une éthique pour l'avenir. Le philosophe Hans Jonas est vraiment une figure centrale de ce tournant. Il part d'un constat simple, mais glaçant. Notre puissance technologique a atteint une échelle planétaire. Pour la toute première fois dans l'histoire, on peut altérer la biosphère et menacer la survie même des générations futures. Face à ce pouvoir démesuré, les morales traditionnelles ne suffisent plus. Il faut un nouvel impératif, qu'il nomme le principe responsabilité. C'est un appel à la prudence, à l'anticipation des conséquences lointaines de nos actions. On voit ici comment la boucle se boucle. Le rêve de Descartes, de nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature, il est accompli. On a traité la nature comme une machine, comme une ressource à exploiter sans limite. Mais cette maîtrise, nous dit Jonas, nous a investi d'une responsabilité absolument écrasante. Nous ne sommes plus seulement responsables de nos proches, mais de la nature elle-même, de sa survie et à travers elle, de l'avenir de l'humanité. D'Aristote à Jonas en passant par Descartes et Spinoza, on a vu comment l'idée de nature a été radicalement transformée. D'un cosmos ordonné et plein de sens, elle est devenue une machine sans âme, puis un dieu immanent, pour finir par devenir l'objet de notre responsabilité. Aujourd'hui, face à l'urgence écologique, cette question de notre place n'a jamais été aussi pressante. Sommes-nous ses maîtres, ses gardiens, ou simplement une partie d'un immense tout qui nous dépasse? La philosophie, elle n'offre pas de réponse toute faite, mais elle nous donne les outils pour penser la question. Et c'est peut-être là, finalement, que tout commence.